Si on regarde un peu la part de marche de compagnie, on peut voir clairement EasyJet est à 45%. C'est une très légère hausse par rapport à l'année passée que je me permettrai même d'exprimer parce qu'on est parti de 44,9% à 45%. Mais je pense on peut dire on est en train de stabiliser là autour et les suivants sont les mêmes comme l'année passée. C'est Suisse avec 11,8%. Il y a une légère baisse là. Mais ça, c'est aussi dû au fait qu'il y a un jeu un peu sur les dernières années entre les lignes exploitées par Lufthansa ou Suisse qui font que, comme vous pouvez le voir, par exemple, Lufthansa a eu plutôt une augmentation importante justement parce qu'elle a repris un certain nombre de connexions de Suisse. Suivi par British Airways en légère croissance et finalement Air France en légère baisse. Alors on voit un peu que les premiers 5 restent à peu près les mêmes avec le même distribution, c'est-à-dire 45% moins que la moitié pour EasyJet, un bon 12%, pratiquement 12% pour Suisse, et après un petit groupe qui suit entre 3,8 et 4,9%. Si on regarde un peu l'évolution des villes, je peux vous dire qu'on est aussi d'une stabilité assez imbattable, ce qui prouve aussi le point de la maturité. Je peux vous dire sur les 20 villes les plus importantes, on en a une qui est nouveau, c'est New York qui est rentrée, et une qui est sortie, c'est Copenhague. Et si je prends les placements, ben ma foi, il y a eu une petite inversion entre Zurich et Lisbonne, c'est-à-dire Zurich a dépassé de nouveau et passé de la place numéro 7 à la place 6 pour être légèrement plus important que Lisbonne. Et finalement, on a eu une autre petite inversion entre Istanbul et Dubaï. Mais en totalité, les deux destinations principaux qui sont loin devant restent Londres avec presque 2,5 millions de passagers, d'où notre intérêt aussi à un règlement de Brexit aussi positif pour la Suisse, qu'on ne perd pas les droits de vol, et finalement Paris avec un peu plus qu'1 million, qui a un peu fléchi comparé avec l'année passée, aussi dû à un certain nombre de problèmes aussi, de grève et autres, qui a pu avoir autour, autant le contrôle aérien français et l'aéroport à Paris et la compagnie aérienne. Suivi après de 4 ou 5 villes qui sont tous autour de 600 000 à 670 000. Mais, comme j'ai dit, on est très stable là autour. Si je regarde un peu par alliance, ben, on a la première alliance avec 27%, c'est Star Alliance, après suivi avec 10% par SkyTeam et après avec OneWorld. Mais il est vrai que 55% de tous nos vols sont de compagnies aériennes qui sont hors alliance. En premier lieu EasyJet, suivi par Emirates, et je passe des autres. Ceci un peu sur l'évolution, je dirais, financière et aéronautique, que j'aimerais quand même dire en résumé qui est très favorable et positif. On arrive à gentiment tourner vers un mode d'évolution beaucoup plus en maturité, c'est-à-dire moins de croissance de passagers, une évolution des mouvements beaucoup plus retenue, mais en même temps, nous arrivons à maintenir notre performance financière. Ces deux paramètres vont nous accompagner pour les années à venir et il va falloir qu'on continue de déployer des efforts justement pour maintenir cet atterrissage aussi douce que possible qui naturellement amènera un certain nombre de défis parce que c'est vrai que les revenus non aéronautiques sont naturellement sous pression. Je veux dire, ce n'est pas des choses qui évoluent comme ça. Et aussi les revenus aéronautiques sont aussi sous pression. Il y a des discussions de revoir l'ordonnance sur les redevances aéronautiques et il y a aussi naturellement la pression des compagnies aériennes qui, dans un monde où il y a moins de croissance, sont de plus en plus maintenant préoccupées par les coûts qu'ils doivent payer. Mais l'important, c'est aussi de rendre plus efficace notre manière de gérer l'aéroport et ça se passe aussi grandement à travers des efforts dans la digitalisation. Je vous mets juste 4 points en avant, mais c'est une stratégie très importante. Nous avons déployé beaucoup de soutien digital pour la gestion aéroportuaire. Je pense que le système le plus visible qui est grandement utilisé, c'est
vision d'ensemble de l'aéroport où vous pouvez voir toutes les évolutions, les passagers, où ils sont, les temps d'attente et tout, qui permet vraiment à nos équipes gestionnaires de la plateforme, autant de Genève Aéroport, mais d'autres entreprises, de ensemble prendre les meilleures décisions et d'augmenter l'efficience de la gestion de tout ça. Et on a naturellement d'autres processus que nous sommes en train d'améliorer et d'automatiser qui justement vont nous permettre de développer une manière de plus en plus efficace de gestion de l'aéroport qui aurait comme avantage que notre opérabilité va continuer de s'améliorer et de l'autre côté, notre efficacité financière va aussi s'augmenter. Deuxième domaine, c'est l'innovation. C'est un de nos objectifs stratégiques, c'est de tout faire avec une vision vraiment innovante. Juste deux exemples à vous donner de ce qu'on a fait cette année ou lancé cette année. D'un côté, c'est le T1 Boosted et je vais y revenir. C'est la dernière technologie pour le contrôle des bagages à main qui permet quelque part d'augmenter massivement le taux de traitement de passagers qu'on peut traiter, mais en même temps en améliorant massivement le confort pour le passager parce qu'il ne déballera plus son ordinateur, c'est liquide, il peut tout laisser. Et ça, c'est vraiment, là, on veut continuer de profiter, de trouver cette espèce de point positif autour de ça qui permet justement de nous faciliter la vie, d'être plus efficace, mais en même temps d'augmenter la satisfaction des clients. Et finalement, l'adjudication du BLC, de notre nouveau tri-bagage, qui va amener beaucoup de nouvelles fonctionnalités et de qualité, qui est justement nécessaire. Comme il est des années 80, on a besoin de le remplacer parce qu'il était fait à une époque pour des nombres de passagers nettement moindres et avec une fonctionnalité moindre qu'on a vraiment besoin de mettre en œuvre. La cybersécurité, sans vouloir dans les détails, reste une préoccupation majeure pour nous. Nous devons et nous continuons de travailler et de mettre en œuvre les mesures qu'il faut pour justement être bien préparés et ne pas se faire exposer à des acteurs externes qui pourront quelque part, à travers une attaque, rendre inopérable la plateforme. Et finalement, aussi dans le cadre, comment on parle avec nos passagers, comment on délivre notre information, il y a vraiment deux points importants à mettre en avant. Nous avons déployé un chatbot qui permet, à travers Facebook Messenger, de poser toutes les questions sur l'aéroport et avoir des réponses immédiates et automatiques. Et deuxièmement, nous avons inauguré notre nouveau site en février 2019, qui est aussi une pas en avant d'améliorer comment on peut donner les informations, mais aussi comment le passager peut trouver ce qu'il faut pour faire son voyage aussi positif que possible. J'en ai déjà parlé, l'importance des infrastructures, du développement. On a déjà parlé, c'est le montant historique de 151,3 millions. Il est clairement aussi impacté par des gros projets qui sont en route. En ce moment, c'est l'ELEST, c'est notre nouveau salle d'embarquement pour des vols intercontinentaux qui serait inauguré fin de l'année prochaine. Et là, on est en train de finir de construire l'exosquelette parce que ces halles d'embarquement sont essentiellement un énorme squelette en métal qui est après emballé par des vitres pour rendre ceci aussi aéré et ouvert et avec la vue quand même vers le Jura autant que possible. Nous avons investi 70% du montant dans 6 projets majeurs et finalement 60% des 60 projets qu'on fait sont là pour l'amélioration de la qualité de l'accueil des passagers. C'est-à-dire il y a une préoccupation principale, c'est d'ailleurs un de nos objectifs stratégiques, c'est la satisfaction du passager. Et finalement, Génilac, on en a parlé, nous envisageons sur les prochains 5 ans de sortir de l'utilisation d'énergie fossile pour tout ce qui est chauffage et refroidissement en utilisation de l'eau du pompe et du lac et des pompes à chaleur. Et là, ceci est en cours d'étude, devrait être approuvé cette année pour pouvoir aller en chantier pour commencer à mettre ça en œuvre. L'exemple, comme j'ai dit, c'est le nouveau système T1 Boosted. C'est des lignes où, juste pour vous expliquer, c'est le contrôle sûreté. Pour ceux qui prennent de temps en temps l'avion, vous savez, c'est un peu stressant, il faut sortir, il ne faut pas oublier le iPad, il ne faut pas oublier le téléphone, la tablette, les liquides. Là, on a un système, vous pouvez tout laisser dans le même sac, vous le mettez, ça passe comme ça. Ça améliore aussi beaucoup la capacité de nos contrôleurs d'étudier ça, parce qu'ils ont une vision trois-dimensionnelle, c'est-à-dire qu'ils voient les objets en 3D, avec les surfaces recréées à l'intérieur de l'objet. On peut tourner l'objet comme on veut, on peut enlever des objets. Ça a vraiment nettement amélioré notre capacité de faire, ça a augmenté le nombre de passagers qu'on peut traiter par heure,
et finalement a aussi grandement augmenté la qualité des passagers. Maintenant, un défi qu'on a, on a dû mettre ces lignes en parallèle avec la mezzanine, pas comment dire, en 90 degrés comme on a les autres, parce qu'on n'a pas la profondeur. Et nous sommes en train d'étudier où on peut mettre des nouvelles lignes comme ça, en tenant compte que le bâtiment actuel n'est pas assez profond pour les mettre vraiment en perpendiculaire. Et de plus, point important, nous avons essayé, parce que ça a quand même enlevé l'espace pour des commerces, nous avons aussi mis dans cette réflexion une réflexion sur l'accès au commerce pour justement contrebalancer cette perte d'espace en commerce, pour justement maintenir quand même notre capacité de produire les résultats commerciaux non aéronautiques qu'on a besoin. Peut-être un point que j'aimerais mettre en avant, qui était vraiment un point culminant, si je peux me permettre de dire ça comme ça, de l'année 2018, c'est l'adoption du plan sectoriel d'infrastructure aéronautique par le Conseil fédéral, le 14 novembre 2018. Vous expliquez peut-être vite quels sont les engagements qui en découlent pour Genève Aéroport, et après vous donner quelques idées comment on va mettre ça en œuvre et qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Parce que je pense, malheureusement, ce document est d'une importance cruciale pour Genève Aéroport. Il apporte beaucoup de réponses aux préoccupations de nos voisins, mais malheureusement, vu sa technicité, ce n'est pas toujours évident d'en déceler tous ces éléments d'une manière claire et facilement compréhensible. Alors déjà, quels sont les engagements qui en découlent maintenant pour Genève Aéroport? Numéro 1, les heures d'ouverture sont clarifiées. Vous savez que nous avons des heures d'ouverture qui étaient de 5 heures le matin jusqu'à 24 heures. Nous n'avons plus exploité les heures de 5 heures à 6 heures. Nous avons maintenant définitivement renoncé à l'utilisation de cette heure de 5 à 6 heures, qui est aussi vraiment quelque chose qui serait une utilisation très négativement impactante pour la population. Nous avons aussi clairement dit, on n'a plus eu depuis maintenant 2 ou 3 ans des vols planifiés au décollage après 22 heures. Nous voulons rendre ceci plus clair dans notre règlement d'exploitation. Nous voulons aussi, à travers de ça, ou nous devons, à travers de ça, nous engageons de d'abord stabiliser notre impact bruit sur nos voisins et après le réduire. Nous sommes aussi engagés avec un objectif stratégique de nous concentrer sur le développement de la desserte, cette fois-ci intercontinentale. Le maintien de la desserte européenne, mais vraiment un effort sur le développement de la desserte intercontinentale. Il y a aussi un volet sur l'accès à l'aéroport en transport public. Nous devons augmenter de 10% la part modale, autant pour nos employés que pour les passagers. Venons ici à Genève Aéroport et il y a un nombre de travaux importants, et je vais en revenir aussi, des investissements que Genève Aéroport fait au-delà de ce que fait le canton, les TPG et autres. Et finalement, il y a aussi l'engagement de faire évoluer les infrastructures aéroportuaires pour justement rendre l'aéroport compatible pour les années à venir et d'offrir des infrastructures du niveau de qualité qu'on peut attendre d'un aéroport d'une ville internationale comme Genève. Comment ça s'est fait? Le 12/7/2016, il y a eu un processus de coordination entre la Confédération, les cantons, Genève et Vaud et l'exploitant, c'est-à-dire nous et Skyguide, qui a défini un peu dans quel cadre cette fiche doit se faire, où il y avait encore des points à clarifier. Dans le deuxième semestre 2017, il y a eu, alors après ça, il y a eu le développement de la fiche PSIA, avec tous les détails. Celle-ci a été envoyée dans une première consultation des offices fédéraux dans le deuxième semestre 2017. Entre le fin novembre 2017 et début janvier 2018, il y a eu une consultation des autorités suisses et françaises et une participation de la population suisse et française. Ceci a donné suite aussi à un certain nombre de réflexions sur comment on peut tenir compte de ça encore mieux dans le PSIA, ce qui a donné après, dans le premier semestre 2018, une deuxième consultation des offices fédéraux et finalement en novembre 2018, l'adoption du plan sectoriel d'infrastructure aéronautique par le Conseil fédéral. Mais finalement, c'est que le début de ce voyage. C'est super qu'on a pu adopter en accord avec les autorités cantonales et aussi la Confédération et nous de ce plan sectoriel, mais maintenant le défi c'est de le mettre en œuvre. Les étapes qui vont venir, c'est de traduire ces deux courbes de bruit qui sont dans le PSIA, et je vais y revenir, dans une courbe de bruit admissible, c'est-à-dire c'est une courbe contraignante qu'on ne pourrait pas dépasser et qui doit être maintenant définie.
Ceci va se faire dans une soumission d'un dossier complet à l'OFAC qui contiendra aussi un règlement d'exploitation, mais aussi d'autres mesures qu'on veut passer là. Et on va, avec cette soumission, ça va aller dans une procédure administrative et recours avec des recours possibles. Ceci va se faire dès le premier trimestre, mais nous sommes déjà en train d'articuler les travaux à faire dans le cadre de l'insonorisation, et je vais y revenir aussi, parce qu'on a déjà fait un effort important de 54 millions déjà, mais je vais vous donner plus d'éléments là-dessus. Alors, l'élément le plus innovant et peut-être le plus difficile à comprendre, c'est ces deux courbes. C'est une courbe qui devait nous permettre de stabiliser, ou qui va nous inciter de stabiliser le bruit, et une deuxième courbe plus petite, qui est celle à long terme, qui nous incite, qui nous demande l'engagement de réduire notre bruit à l'horizon de 2030. Mais je pense je vais essayer de vous décrire ça un peu en termes plus simples à comprendre qu'une courbe sur une carte, en prenant deux valeurs. Une, c'est l'étendue de l'espace qui est couvert par cette courbe. Cette courbe, c'est rien d'autre que, à l'intérieur de cette courbe, vous avez tout l'espace où vous êtes exposé à un bruit au-delà d'un certain niveau. Et c'est ça une des manières de mesurer, mais comme nous avons une grande partie de ça qui se passe aussi sur le lac, il est aussi intéressant de voir qu'est-ce que ça veut dire en nombre de personnes de la population touchées par ce bruit. Il est vrai, on le fait basé sur la population de 2018 parce qu'on ne sait pas quelle est l'évolution future, mais ça donne quand même une manière de comparer pas seulement l'impact territorial, mais aussi l'impact sur les personnes. Le point de départ, c'est 2009, c'était la dernière fois où on a créé un registre de bruit qui a défini une surface du bruit de 23,7 km et touche à peu près un peu plus que 24 000 personnes. Ceci, il faut le rappeler, même si c'est rentré en exécution en 2009, c'est basé sur les chiffres de 2000. Juste pour vous donner aussi un peu l'étendue d'évolution qu'on couvre maintenant. Si je prends le bruit en 2017, c'est les dernières mesures précises qu'on a, ceux de 2018 sont encore sous travail. Aujourd'hui, en 2018, on a touché un peu plus que 28 000 personnes et on a eu une surface de bruit de 35,4 km. En 2018, c'est la présentation du PSIA. On a présenté, entre autres, la courbe de bruit moyen terme, c'est celle qui stabilisera, qui serait de 40,6 km² et on touchera un peu plus que 28 250 personnes. Maintenant, on est en train de finaliser le dossier pour soumettre la courbe de bruit admissible. C'est celle-là qui va finalement être notre guide dans l'évolution future. Et là, celle-là, on estime, même si elle est soumise ces jours-ci, ou ce mois-ci, ou ces mois-ci, elle rentrera en force qu'en 2022, parce qu'il y a tout un processus de implication, de validation administrative, un processus aussi que les gens puissent faire recours devant les tribunaux, et on estime que, en pensant un peu aux d'autres procédures comme ça, que ça pourrait être en 2022. Et là, on voit déjà que nous n'avons pas choisi d'utiliser toute l'étendue de la courbe de bruit moyen terme qui était prévue dans le PSIA. On va quand même plus petit. Là, on est à 34,9 km, mais surtout, on réduit les personnes touchées à 25 500 personnes. Et finalement, c'est ça aussi qui est important dans le PSIA, c'est la courbe de bruit cible. Là, on reviendra à 30,4 km touchés, mais surtout à un nombre de population légèrement inférieur à 23 500 habitants. Je répète, c'est par rapport à la population fixe en 2018, il peut y avoir des évolutions, mais néanmoins, vous voyez que quelque part, notre engagement dans le cadre de PSIA, c'est quand même, pour rapport à une mesure de personnes touchées, de revenir à une situation qui est mieux que c'était en 2000. Et je pense que c'est un engagement très fort et qui, nous sommes convaincus, rapporte réellement des réponses à nos voisins de leurs préoccupations, parce qu'on reconnaît, on est très central point de vue de la vie. C'est d'ailleurs une de nos valeurs ajoutées pour les clients, mais néanmoins, on a une responsabilité accrue de répondre à ces préoccupations. Comment va-t-on le faire? Parce que finalement, ça c'est notre engagement, mais il est toujours important de pouvoir parler de comment on va le faire. Premièrement, nous allons soutenir le changement de flotte des compagnies. On a déjà aujourd'hui
à peu près 21% des avions sur la plateforme qui sont des avions de la dernière génération de bruit. Qu'est-ce qu'on fait? On a commencé en 2018 avec une nouvelle taxe de bruit qui a été augmentée de 120% et est maintenant articulée par rapport au type de bruit.